Topic News, c'est tout de suite avec Franck Ramarson, directeur de publication de Courrier de Madagascar. Chers auditeurs, bonjour, nous sommes dans l'émission Topic News et pour ce jour, nous allons orienter nos analyses, Franck Ramarson, à travers ce qui se passe ailleurs, à l'international, du côté Amérique latine, Venezuela. Et quand on dit Venezuela, si l'on suit les informations internationales, voilà, oui, Hugo Chavez a succombé donc. C'était il y a plus de 48 heures quand même. Oui, bonjour Franck. Bonjour. Oui, Hugo Chavez donc a succombé à sa maladie. Il était atteint d'un cancer, et donc ça s'est généralisé. Et depuis quelque temps qu'on savait qu'il allait mourir, puisque sa famille a demandé à ce que l'on rapatrie de Cuba. Le monde est en émoi parce que c'est un leader de gauche, marxiste, socialiste, donc de surcroît, et qui a fait parler de lui quand même pendant les 14 ans de pouvoir dont il était là, puisque c'est un personnage qui a osé défier les États-Unis, qui a quand même ressoudé la solidarité des pays d'Amérique du Sud. Dans toutes ces conférences internationales, Hugo Chavez a toujours marqué sa présence et sa prestance. Près de 14 ans quand même. même. Près de 14 ans. Il a aussi eu cet inconvénient pour certains d'avoir fréquenté les dictateurs, comme on dit. Il y a Ahmadinejad de l'Iran, il y a eu Kadhafi. Il y a eu aussi Fidel Castro, dont c'était son maître à penser. Grands orateurs aussi quand même, hein, Franck Ramarson, et lui-même il est un grand orateur. Lui-même c'est un grand orateur, et puis il faut le savoir que quand il a mené quand même le Venezuela au stade où il en est, parce que le Venezuela est un pays pauvre au départ, donc puisque son pétrole a été, je dirais, exploité par les compagnies américaines, donc il a eu l'idée de nationaliser ces compagnies américaines, et que tous les profits qui étaient en partie transférés aux États-Unis ou dans les îles Caïmans, Hugo Chavez donc les a utilisés sur le plan social. Il a pu, je dirais, améliorer la vie du quotidien des paysans et de la population. Donc c'est pour ça qu'il a été inamovible. Et puis, quoi que disent les détracteurs, son image d'avoir pu nationaliser, tenir tête aux Américains, ça lui a fait une image d'un héros, presque, je dirais, égalable à celui de Che Guevara. Donc c'est une figure qui est partie. Et quand vous avez vu tous ces, je dirais, témoignages dans le monde entier, quelles que soient les idéologies, pour rendre hommage à Hugo Chavez, je pense que c'est quelque chose, puisque c'était plutôt un autre type de développement qu'il a instauré dans son pays et qui fait figure de modèle dans d'autres, puisqu'il ne faut pas oublier que le président Lula, brésilien, a un peu copié, qui était aussi un syndicaliste, un socialiste, un peu copié donc ce qu'avait fait Hugo Chavez, et que je dirais même que le Brésil, s'il est arrivé à ce stade maintenant comme une puissance intermédiaire maintenant, c'est un peu grâce à donc cette image idéologue, image du socialisme qu'ils ont bien exploité dans leur pays. Je crois que si aujourd'hui la présidente brésilienne avait dit que c'était une perte irréparable, je crois que c'est vraiment le mot qu'il fallait pour le Venezuela. Mais dites Franck Ramarson, quand même, pour arriver à la tête de ce pouvoir, il s'est bien battu. Oui, au départ, il était arrêté pour avoir fomenté un coup d'État. Il a fait 2 ans de prison, puis après il a fondé un parti. Et il a pu accéder à la magistrature suprême par des élections. On a donc tout fait pour que, après, comme on a fait comme Salvador Allende, vous savez comment ça s'est terminé avec un renversement violent, avec la mise en place du général Pinochet. On a voulu faire d'Hugo Chavez, je dirais, un martyr au départ, puisque toutes les tentatives de coup d'État contre lui, après, ont tout échoué. Tout cela parce qu'il était populaire. Populaire pour certains, populiste pour les autres. Mais en tout cas, avec tout ce qu'il a fait, avec je dirais, l'ingéniosité, comment il a conduit son pays, moi je dirais que, même s'il y a des failles, comme on dit, le respect des droits de l'homme, etc. Le social était bien assis. Le social était bien assis. Et le pétrole a vraiment servi de manne pour donc relancer l'économie. Quand l'économie marche, le social va tout seul. Eh oui, ailleurs, Franck.
Parce que ce sont des gens convaincus, ce sont des gens, des idéologues, des gens qui savent ce que c'est diriger une nation et quel est le sort réservé à l'intérêt supérieur de la nation. C'est peut-être à ce niveau-là que l'on devrait voir dans notre pays qu'il faut des politiques, qu'il faut des gens qui ont une vision lointaine des choses, mais pas des affairistes, des gens qui ne pensent qu'à remplir leurs poches quand comme maintenant. Et quand on voit, je dirais jusqu'à présent, cette flopée de candidats, moi je pense qu'il n'y en a que 2 qui se sont déclarés officiellement. Moi je vois un, comme l'ancien président de l'Assemblée, Jean Lanieric, qui est un ami d'Hugo Chavez. Oui, il est déjà venu ici. Il est déjà venu ici, c'est lui qui l'a accueilli. M. Jean Lanieric peut-être a un avantage puisqu'il a fait ses études à Cuba. Il est marié à une cubaine et en sus de cela, il est trésorier général de l'église luthérienne de Madagascar. Donc, à ce niveau-là, M. Lanieric, avec ses affinités donc latino-américains, de par son mariage, mais aussi de par sa formation, est bien placé aussi pour être aidé par des pays comme le Venezuela. Les relations bilatérales, vous voulez dire? Les relations bilatérales, ou bien le Venezuela. Pourquoi? Parce que le futur président, le vice-président actuel, est un condisciple aussi de ce candidat-là. Donc, normalement, Franck Ramarsson, le Venezuela, doit continuer le chemin, là. Non, continue le chemin et il va aider les pays en difficulté. Comme les pays comme ici, chez nous, parce qu'il les a quand même aidés en Afrique, en Asie, mais il a aidé, comme on dit aussi, les révolutionnaires. C'est peut-être ça qui fait peur. Mais en tout cas, le seul homme politique qui a des accointances avec le Venezuela, c'est Jean Lanieric. Il y en a d'autres aussi, donc d'autres candidats, je dirais, qui sont tout autant aussi peut-être valables, mais qui ne sont pas encore déclarés, mais ça on verra plus tard. Mais je dirais que le parti PSDM de M. Lanieric est calqué du parti vénézuélien, le PSU, le Parti Socialiste Unifié. Donc je ne sais pas si les gens vont faire la différence de ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que il y a dans ce pays aussi des idéologues qui pensent à l'intérêt supérieur de la nation, mais ils n'ont pas tous... Mais peut-être, Franck Ramarsson, tout cela a été éclipsé du fait simplement que on a joué le nombrilisme d'un, de deux, mais on était tellement dans notre esprit de mouvance par rapport à autrui qu'on a oublié d'être immergé. Oui, il y a donc cette histoire de mouvance, cette histoire que puisque la communauté internationale a décidé qu'avec avec cette crise, il y avait que 4 personnes prépondérantes, c'est-à-dire 3 anciens présidents et l'actuel président de la transition, et que donc les autres étaient sous la bannière de ces 4, alors que des individualités existent, et elles sont nombreuses. Moi, je pense qu'elles sont nombreuses, qui peuvent maintenant émerger, qui peuvent... Elles font surface là, de toute façon. Je dirais que on va juger les hommes politiques, les candidats, avec leur programme et leur vision. Ceux qui n'auront pas de programme et de vision n'ont pas leur place pour cette future élection présidentielle. À mon avis, tout se passera normalement si... Je dirais encore une fois, on va pas polluer l'atmosphère, je dirais, de ces élections avec ce d'âme argent. Ne croyez pas que, comme on a dit la dernière fois, il y a des gens qui seront mouvants, qui vont aller d'un candidat à l'autre, en fonction de leurs moyens financiers. Et c'est pour cela qu'il faut remettre, je dirais, à plat les nouvelles modalités et procédures politiques dans ce pays. Dites, Franck, en allant plus loin et en étant positive, post-électorale alors, mais comment ce candidat avec son projet de société pourrait avancer, vu sur quelle base de constitution également, puisque le flou y est encore? C'est-à-dire que maintenant, des mouvances pensent qu'il vaut mieux garder la date du 8 mai, tout en maintenant les autres dates, pour le recul des présidentielles. Le 8 mai serait fait pour faire une élection constitutionnelle. Donc avec un nouveau référendum pour asseoir, comme vous dites, la nouvelle constitution. Parce que maintenant, quand on va convoquer les électeurs, les gens se posent la question sur quelle constitution, puisque beaucoup ne reconnaissent pas la constitution de la 4e République, même si elle était quand même votée par une partie de la population. Donc là, je pense qu'il y a un dilemme juridique qu'il faut résoudre dès maintenant. À travers des élections. Soit à travers des élections, soit on dit réellement, on réunit tous les partis politiques existants, légaux, en disant, voilà, acceptez-vous la Constitution de la 4e République soit la référence
pour la convocation donc des électeurs pour le présidentiel. Et ce qui veut dire, Franck Ramarsson, mais excusez-moi, mais cela veut dire que, tout simplement que ce ne sont pas les élections qui vont régler la sortie de crise, parce que ça pourrait se... Non, les élections, ce ne sera qu'une étape. Ça ne va pas tout régler, puisque avec les élections, c'est la transition institutionnelle que l'on va régler en disant, donc, c'est fini, on retourne à l'ordre constitutionnel, mais après, ce sera la transition politique après. C'est-à-dire qu'il faut d'abord déjà reconstruire, il faut remettre les textes et lois dans les normes, parce qu'il y a beaucoup de textes qui sont désuets, les lois qui ne sont plus à l'heure du temps, comme on dit, de notre temps. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de pain sur la planche pour celui qui va être là. Dites, Franck Ramarsson, quand vous dites pour celui qui sera là, 4 années ne lui suffira pas du tout, hein. Ça dépend comment il va voir les choses, et puis ça dépend si il a autant de perspicacité pour diriger la nation. Parce que ça, il faut pas... c'est le défaut de tous ceux qui sont au pouvoir, c'est qu'ils oublient, après leurs promesses faites à la population. S'ils arrivent déjà à appliquer 30-40% de leur programme, c'est déjà beaucoup. Et je pense qu'il faut obliger, je dis bien, et là la population doit être vigilante, pour que le candidat qui sera président de la République puisse réellement travailler avec sérénité pour, je veux dire, redresser une phase de redressement, de reconstruction qu'on a besoin dès la première année, donc de présidentielle pour le futur président. Oui, alors ce sera la reconstruction, mais ailleurs on va continuer le chemin. Hugo Chavez est parti, mais son parti reste. Son parti reste et on espère que celui qui va le succéder ne va pas, je dirais, dévier donc du chemin pris par le commandant T, comme on dit. À très bientôt, Franck.